regardez Télé 50, surtout votre magazine de tout le vendredi. Ça fait débat qui revient sur deux principales thématiques de la semaine avec des invités pour en débattre, pour donner leur point de vue. Alors pour aujourd'hui, nous recevons Gustave Kalenga, Albert Dieka. Gustave, d'abord, il est cadre du ML, le mouvement libéral. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Albert Dieka, communicateur de la majorité présidentielle, bienvenue dans cette émission à vous aussi. Secrétaire général adjoint de la CCU et chargé de questions de formation idéologique. Très bien. Alors, de l'autre côté, maître Éric Bilali, cadre du MLC, opposition. Bienvenue à vous dans cette émission. C'est moi. Et puis finalement, Moïne Nzangui, député national, opposition. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors, nous allons prendre la première thématique. Nous reviendrons sur les principales divergences qui divisent. Les divergences, déjà, ça divise. La classe politique congolaise sur le processus électoral. Et puis, dans la deuxième thématique, nous allons prendre les expulsions de Congolais de l'Angola. Alors, première question, je vais commencer avec M. Albert Dieka, qui est à mes côtés. Quelle est, à votre avis, selon vous, la principale divergence qui met à mal aujourd'hui la classe politique congolaise? La principale divergence qui nous met en contradiction avec nos compatriotes de l'opposition, c'est la peur des élections. Seulement la peur. Seulement la peur des élections. Parce qu'ils sont en train de prêcher un processus électoral qui n'a nulle part existé au monde, sauf au paradis. Or, nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes sur terre des hommes. Ça veut dire que vous savez déjà qu'il y aura des fraudes, Non, non, pas seulement il y aura des fraudes, mais ça sera un processus imparfait. Dire que nous allons tenir des élections par un processus vous savez déjà que ce sera un processus imparfait. Parce que depuis 2006, oui, nous sommes en train de cheminer avec l'idéal d'améliorer. Nous sommes en train de... C'est un défi. Si pourquoi pas nous ne voulons pas revenir aux erreurs commises en 2006? Pourquoi nous ne voulons pas revenir aux erreurs commises en 2011? Pourquoi le président de la République lui-même, Joseph Kabila Kabange, a été le premier à tirer la sonnette d'alarme pour dire « Je ne veux plus voir des élections où la proclamation doit se faire sur des chars ». C'est un défi. Mais le décor est déjà planté pour que cette proclamation soit faite encore de nouveau sur des chars. Le décor n'est pas planqué pour menacer le peuple. Vous n'avez pas lu la décision de l'opposition hier? Non, voilà, ça ne m'étonnerait pas que ceux qui ne se sont pas préparés pour un processus électoral, c'est une compétition, puissent le gagner. Ils sont en train de faire de la projection de leur échec. N'oubliez pas, dernièrement j'étais avec honorable élu qui vous disait, je ne sais pas avec quel sentiment il le disait, qu'ils vont empêcher, ils vont enfreindre même à la liberté des autres de voter. Il dit, ils iront devant les urnes, mais avec la volonté d'empêcher les autres de voter. C'est ça le décor. Vous voyez ça? Alors, maintenant, est-ce que, et c'est pour cela que je rétorquais pour la fois passée, je disais, mais est-ce que le processus est venu pour changer le code génétique du chien, pour changer le code génétique de l'homme? Le chien reste chien, l'homme reste homme. Si vous voulez transformer le code génétique d'un être, vous êtes en train de conditionner son atrophie, sa mort. C'est cette peur-là. Monsieur Dieka, si en 2006, nous avons eu les premières élections, et qu'en 2011, il fallait les améliorer, en 2016, il fallait quand même que ce soit un peu plus clair. Oui. Mettre les gens d'accord, mais là déjà, ça prouve que... Les choses sont claires. Aujourd'hui, même des structures, des mégastructures de la société civile se mobilisent maintenant à former les observateurs. N'oubliez pas, si je lis avec le maximum ici, 20 000 observateurs de Sumocel pour l'observation des élections. Des structures se mobilisent au moment où les autres s'activent à agiter les métropoles. Je vous dis, le Congo est pluriel. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Au moment où il était invité que les opposants viennent avec les techniciens, ceux qui maîtrisent bien l'outil informatique. Qu'est-ce que vous avez vu? Ils n'ont même pas donné la chance à ce que les techniciens parlent. Ce sont les politiques qui ont parlé, voulant peut-être induire en erreur la CENI pour que la CENI puisse exercer un pouvoir extra-constitutionnel, au lieu de laisser les techniciens parler. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a fixation. Il y a ceux qui disent les élections viennent pour proclamer leur mort politique, ils n'en veulent pas. Et ils utilisent n'importe quel subterfuge pour récuser le processus électoral. Et dire à qui veulent les attendre qu'il faut organiser des élections parfaites. Voilà. Suivez en Afrique
Suivez aux États-Unis, suivez en France. Des élections parfaites. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Très bien. Et elles ont toujours été un défi et on doit améliorer comme œuvre humaine. Voilà, Moïse Nzangui, vous avez suivi M. Albert Dieka, M. Nzangui, pour lui, pour la majorité présidentielle, il est communicateur de la majorité présidentielle. Pour lui, la seule divergence, c'est votre peur d'aller aux élections. Oui, c'est clair que lui-même, il dit des choses, il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Il sait lui-même qu'aujourd'hui, le processus électoral est entaché de vices. Et les vices de ce processus électoral, c'est que nous avons deux cas, la majorité et l'opposition, que nous affrontons sur un terrain où l'arbitre est pratiquement un joueur de la majorité du FCC. Et l'arbitre veut nous imposer des règles de jeu qui ne sont ni prévues par la Constitution de la République, ni prévues par la loi électorale. C'est ça le problème de ce processus électoral. Nous voulons des élections et je voudrais lui dire, d'aller répondre à ce qu'il dit, s'il y en a qui sont pressés d'aller aux élections, c'est bien l'opposition. Puisque nous avons réclamé les élections depuis 2016. Nous avons en face de nous un cas qui a fait un chef qui ne veut pas quitter le pouvoir. Et puisqu'il ne veut pas quitter le pouvoir, il a eu un mandat de 5 ans. Il n'a pas voulu que les élections se tiennent en 2016. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est puisqu'eux ont empêché la tenue des élections en 2016. Mais alors, donc, vous avez dit l'autre fois, vous allez revenir, vous avez dit l'autre fois ici sur ce plateau que vous allez empêcher les gens qui vont aller voter. C'est là où je voudrais aller. Oui. Je voulais dire donc qu'à ce niveau ici, le plus grave blocage du processus électoral qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait que la CENI introduit des choses qui ne sont pas prévues par la loi électorale, ni par la Constitution, dans l'objectif seulement de tricher pour un camp. Imaginez-vous, nous avons la loi, l'article 237 de la loi qui interdit le vote électronique. Et je vous ai lu sur ce plateau ici, quelle est la définition du vote électronique. Alors, on nous amène des machines, on ne parle de machines, mais c'est des ordinateurs qui vont avoir 3 fonctions. La première fonction, c'est l'impression des bulletins de vote. Si c'était seulement la fonction d'impression, on ne parlerait pas de vote électronique. Mais dans cette machine, cet ordinateur, il y a la fonction de traitement des données. La machine va faire le comptage des données. La machine va traiter les données qui sont introduites par cette données. Et la troisième fonction de cette machine, c'est la fonction de transfert de ces données vers un serveur central qui est installé ici à la CENI. Et on a vu, on vient de voir que la CENI a fait venir les Indo-Pakistanais et c'est eux qui vont faire le traitement de ces données. Ça pose problème, puisque lorsque la machine fait le traitement des données et qu'elle fait le transfert des données pour que ces données soient traitées à un autre niveau, c'est ça le vote électronique. Donc, alors, pour vous, le principal principal blocage ou la principale divergence, c'est seulement la machine. Non, je voudrais y aller de manière méthodique. Vous dire que l'arbitre nous amène des éléments de blocage. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Des éléments qui démontrent effectivement qu'ils sont dans une logique d'une tricherie, puisqu'en face de nous, nous avons des adversaires qui savent que le vote populaire, ils ne le gagneront plus. La manière dont ils ont mis le Congo, ils ont mis à coupe réglée le Congo, ils savent que les Congolais ne peuvent plus voter pour eux. Donc la seule façon pour eux de conserver le pouvoir, c'est d'utiliser la CENI avec des machines qui ne sont pas prévues par la loi, avec un fichier électoral corrompu. Et maintenant, je vous ajoute, la troisième chose, c'est de forcer les gens. Ils ne veulent même pas accepter qu'il y ait un minimum de consensus sur les choses. Vous ne pouvez pas, dans une élection où les gens ne s'attendent pas, c'est comme dans un mariage. Vous êtes pour l'homme, vous voulez tirer seulement la femme à accepter tout ce que l'homme a dit. Donc vous allez trouver que dans tout ce que Dieu a vous dit là-bas, il épouse complètement tout ce que la CENI dit. Une complicité déconcertante entre la CENI et la majorité présidentielle. Et ça pose un problème. Donc, je voudrais maintenant revenir à la question que vous Non, vous avez perdu votre temps. Vous allez continuer. Non, vous avez parlé de ce qui s'est fait. Alors, pour nous, le CLC a lancé une campagne contre la machine. Pour nous, on va aux élections. Vous appuyez ça? Le 23. Nous appuyons totalement cette campagne. Et nous sommes très contents que tous les dignes fils de ce pays, comme les Kofi Olomide, les Jean Goubal et tous les autres, ils disent non à cette machine. Parce qu'ils disent ceci, parce que cette machine-là va nous amener aux violences électorales. Merci beaucoup. Alors, monsieur Gustave Kalenga, j'espère que cette question que je veux vous poser tout à l'heure, je la pose sous la prudence de notre ami qui est à côté, Maître Bilalé. On dit que
lors de l'expérimentation de la machine à voter, la secrétaire générale du MLC, quand on a imprimé, comment on appelle ça, bulletin. Il n'y avait pas le visage des candidats. Il y a eu un problème technique là. C'est vrai? Merci beaucoup, oui. Santoto. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les ragots de Kinshasa. Oui. On a dit, on a raconté, on a fait ceci. Tout ce qui doit nous accompagner aujourd'hui doit être accompagné d'un soubassement technique. Et juridique. Tout ce qu'il y a, tout débat autour de la machine à voter. J'ai suivi M. Nanga demander à tous les candidats, à toutes les organisations qui ont un discours contraire, d'amener leurs ingénieurs, leurs techniciens à la matière. Moi, je crois que tout débat autour de cette question devra être soutenu par une analyse technique des techniciens dans le domaine. Ont-ils fait ça? Mais j'ai l'impression que... Ils ne l'ont pas fait. Hein? J'ai l'impression que... L'opposition ne l'a pas fait. J'ai l'impression que, jusqu'à présent, oui, nous n'avons pas une résolution technique. Donc, les gens de l'opposition... Ils n'ont pas pu ramener une contre-expertise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de contre-expertise pouvant mettre Nanga et toute son équipe devant un fait accompli. Oui. Tout ce que nous apprenons, sont les ragots de Kinshasa. Cette machine n'est pas bonne. Non, Nanga est dans l'équipe de l'autre. Non, ça, ce sont des débats des bas étages. Oui. Élevons le débat. Nous avons suivi, moi je suis journaliste, nous avons suivi dimanche passé, en Belgique, on a voté les bourgmestres. Et nous avons un compatriote congolais, M. Compagnie, qui est passé des bourgmestres dans une Ils ont voté avec la machine à voter. La machine a été expérimentée en Belgique. Mais là-bas, c'est légal apparemment. Légal ou pas légal, la machine est passée. Et le débat qu'on nous amène aujourd'hui, si cette machine n'est pas bonne, que les opposants, que ceux qui ont un discours contraire, nous amènent leurs techniciens. Viens de démontrer, voilà. Parce que Nanga a ses techniciens qui ont installé des machines. Si vous voulez, vous aussi, donner un discours contraire, amenez vos techniciens afin que justice soit faite. Mais moi, je rentre dans le débat principal. Oui. Aujourd'hui, nous avons une divergence entre l'opposition et la majorité présidentielle. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que c'est un jeu. Il y a ceux qui veulent conserver le pouvoir. Ceux qui conservent le pouvoir, ils mettent en place toutes les stratégies politiques pour conserver et s'expliquer devant l'opinion. Parce que c'est là où on va soutirer la confiance. Il y a ceux qui veulent conquérir le pouvoir. Mais quand vous voulez conquérir le pouvoir, vous devez mettre des stratégies en place. Vous voyez par exemple, quand nous allons en politique, c'est un jeu de dames. Savoir placer un pion à un bon moment, à un bel endroit. Mais quand vous placez des pions en désordre, vous avez un entraîneur qui est distrait, vous tombez. Je donne un exemple. Oui. On dit que M. Kabila, président de la République, n'aura pas un troisième mandat. On s'attelle à ça. C'est un pion. M. Kabila lève la main. Il dit voilà. Il donne son pion, on le mange. Mais Kabila aussi dit, la loi nous dit quoi? Pas avoir un fardeau judiciaire. Il ne faut pas être en conflit avec son parti. Et nous avons 3 personnes qui ont été invalidées. Oui. Et Jean-Pierre Biemba arrive, il avait un fardeau juridique sous son dos. Premier pion, on le mange. Deuxième pion, Mouzito se présente. Avec un conflit au Palou. Vous le mangez aussi. On le mange. Ça veut dire que c'est son entraîneur qui a mal placé. Ça veut dire que l'adversaire observe les erreurs de l'équipe adverse. Okay. On mange le deuxième pion. Moïse Katumbi se retrouve dans des sales draps. Vous le mangez aussi. On le mange. Et puis, vous le mangez. Non, ce sont les erreurs. Ce sont des pions qui se font manger. Et on a mangé 3 pions et on est allé dans le dame. Et c'est fini. Ça veut dire que quand vous jouez, mettez des stratégies en place. Parce qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. D'accord. Ceux qui veulent conserver le pouvoir, ils mettent en place. Mais j'ai suivi l'honorable tout à l'heure. Il a parlé d'un bilan. Il a dit, voilà, le peuple n'en veut pas. C'est lui, au contraire, qui a des comptes à rendre avec sa base à Béni-Boutembo. Le diocèse que j'aime bien. Parce que je me pose la question s'il va encore devenir dans la législature qui arrive. Il est candidat. Il a tout intérêt aujourd'hui
afin que le processus ne puisse pas marcher, parce qu'il doit s'expliquer quel est le bilan qu'il doit présenter à sa base. D'accord. Alors, les divergences aujourd'hui, c'est, comme il l'a dit, la stratégie. La majorité présidentielle a une stratégie vraiment très bien réfléchie, et vous n'avez pas de stratégie, vous perdez. Ouais, c'est un jeu de dames, de pions. Merci de la parole. Je voudrais quand même exprimer ma sidération face aux propos tenus par M. Un peu plus fort. Dieka, oui. Ensuite M. Kalenga, oui. De façon un peu plus légère. Hein. Ils prennent les élections comme quelque chose de léger, il en parle avec beaucoup de légèreté. Or, ce sont des questions sérieuses qui relèvent de la souveraineté populaire. J'aurais aimé que ce soit des juristes pour qu'on en débatte techniquement. Alors, comme il en est ainsi, je voudrais quand même revenir sur certains propos. Oui. Quand on dit qu'il y a des divergences entre l'opposition et le pouvoir en ce qui concerne le processus électoral et que l'on pense avoir raison de dire que c'est simplement la peur des élections, c'est très grave. Le problème aujourd'hui, vous avez lu les préalables posés par l'opposition. J'en prends 3. Par exemple, la question des 10 millions d'électeurs fictifs, la question de l'inclusivité du processus électoral. Est-ce que le mot est bien employé? C'est fictif. Et la question, oui, c'est fictif que ça. Ce sont des électeurs qui ne sont pas reconnus. Ce sont des fantômes. Parce qu'ils n'ont pas d'empreinte. Ils sont fictifs. Ils n'ont pas d'empreinte. Parce que pour être reconnus, détectés par les systèmes, il faut avoir l'empreinte. Et du point de vue technique des élections, vous êtes considérés comme des fictifs. Vous n'êtes pas reconnus dans les systèmes. Vous êtes les électrons carrément libres qui peuvent être tirés à tout vent. Alors, je voudrais dire, en ce qui concerne ces 10 millions d'électeurs sans empreinte, que c'est une question fondamentale. Cette question pouvait être réglée en 2017, janvier 2017, lors du dialogue de la SENCO. J'en parle parce que j'ai été expert du Front pour le respect de la Constitution, dans le cadre du mouvement de libération du Congo. Nous avons assisté à la thématique élection avec le président Corneille Nangaa. Nous lui avons proposé, avec la proposition d'EG Malto, cette multinationale spécialisée dans la sécurité numérique, qui nous avait proposé une technologie fiable en ce qui concerne l'enrôlement dans les différentes aires géographiques, qui permettrait à ce que tous les électeurs soient bien identifiés et que l'enrôlement, voire les dédoublonnages du fichier électoral dans le cas de la consolidation soit fait de manière propre. La CENI a rejeté ça pour faire ce qu'elle a fait avec beaucoup de conséquences, notamment les 10 millions d'électeurs. Les 10 millions d'électeurs sont aujourd'hui à peu près plus de 1000 bureaux de vote fictifs. C'est comme dans l'élection possible dans le cadre de l'urne matérielle. On a des bourrages des urnes, on a des gens qui achètent des cartons et des cartons de bulletins et s'auto-voter à la maison. C'est la même logique dans le cadre d'un vote supposé électronique. On peut aussi procéder par des votes comme ça à travers des électeurs fictifs. Laissez-moi vous poser cette question. Avec la machine à voter, si vous pensez que la majorité veut tricher à l'aide de cet instrument, vous de l'opposition, vous ne pouvez pas contourner ça? Non, ça c'est un autre débat. Parce que l'utilisation de la machine elle-même pose problème du point de vue juridique. Moi, je suis un normativiste, un partisan du normativisme kelsénien et un partisan de l'observance rigoureuse des règles juridiques de la Constitution aux règles inférieures. Ce qui concerne l'utilisation de la machine à voter, il y a aucun... On ne peut pas débattre de la technicité numérique alors que du point de vue de droit, les textes ne prévoient pas la machine à voter. C'est ça le problème. C'est sans objet. Alors, c'est sans objet. C'est un préalable. J'admire. Non, en demandant la contre-expertise, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Parce que ce n'est pas reconnu. Nous ne pouvons pas cautionner l'inconstitutionnalité, l'illégalité flagrante vous êtes d'accord avec ces démarches que prône le FCC. De ce point de vue, je voudrais ici relayer
en les réitérant les remerciements et les encouragements du président Jean-Pierre Bemba à l'égard du comité laïque de coordination, un travail de titan en faisant une campagne contre cette machine qui est à la fois... Vous l'appuyez, le CLC aussi? Évidemment, je relaie ici les messages du président Jean-Pierre Bemba lors du meeting qui a encouragé et remercié vivement les comités laïques de coordination. C'est pour dire que ce sont des questions fondamentales qu'il faut aborder avec beaucoup de respect et de considération. Mais visiblement cette question ne sera pas réglée. Hein? Non, ça sera réglé. Parce que ça, comment on peut... Vous avez commencé quand à demander à la CEVI de régler ces questions? Comment tout un peuple, parce que c'est le peuple qui est le souverain, comment tout un peuple, toute une nation peut être mobilisée pour violer intentionnellement, on appelle une viol collective de sa norme fondamentale posée, qui est la Constitution. Comment tout un peuple peut... Ça n'est pas imaginable. Les débats sur la technicité, sur l'usage de la machine, les essais, ce sont des débats qui sont dépendants absolument de la base du soubassement juridique de la machine. Il faut que la machine soit d'abord prévue par la loi, ensuite on va réfléchir sur son utilisation. Oui. L'inclusivité du processus électoral. J'ai suivi monsieur le journaliste Kalenga raconter des histoires ici sans en avoir la maîtrise, parler de Jean-Pierre Bemba qui aurait un fardeau juridique derrière. Non, écoutez, soyons sérieux quand on fait des débats républicains. Le sénateur Jean-Pierre Bemba n'a jamais été condamné par une décision irrévocable. Si vous avez eu la chance, bien que vous ne soyez pas juriste, de lire l'article 10 de la loi électorale au point 3, vous verrez que le législateur prévoit la condamnation irrévocable, la condamnation par une décision irrévocable pour certains chefs d'accusation, notamment la corruption. Et là-dedans, vous ne retrouvez pas les histoires de subornation. Quand bien même que la subornation... Parce qu'il est déjà écarté. Parce que, non, c'était faux. C'était une erreur de la Cour constitutionnelle parce que l'affaire est en appel. Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné par une décision irrévocable. L'affaire est en appel à la Cour pénale internationale. Mais les décisions de la Cour sont exécutoires. Les décisions de la Cour constitutionnelle. Non, la Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit. La Cour constitutionnelle... est tombé dans un piège juridique. Sa décision est non avenue. La Constitution et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle... Mais nous irons aux élections présidentielles sans Jean-Pierre Bemba. Les élections... écoutez, la Cour a commis cette erreur. Oui. Je vous rappelle simplement le fait, parce que la vérité doit être restituée. N'est-ce pas? En ce qui concerne les élections, il y a des préalables qu'il faut rencontrer. Le calendrier électoral prévoit l'impression de bulletins papier jusqu'au, si je m'abuse, 11 novembre. Oui. Donc nous sommes encore dans les délais. La CENI n'a qu'à revenir à la raison. Et son suppôt, le FCC, pouvait toutefois recommander et demander à la CENI de revenir à la raison au fin d'imprimer le bulletin papier que nous allions dans les élections telles que prévues par la loi et par les calendriers électoral, plutôt que faire des débats sur quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Bien même que vous auriez fait des histoires de délits d'initiés en achetant une machine à 1500 plutôt qu'à 400 $, je trouve que ce n'est pas sérieux. Revenez à la raison. Alors, vous réagissez. Bon, par rapport à ce qui a été dit, j'ai toujours une dose, j'ai toujours une cure. Avant qu'on change de sujet. Oui, à nos amis juristes, cessez de souffrir de ce que j'ai toujours appelé les complexes du savoir immédiat. Un juriste n'est pas celui qui connaît tout. Et puis, la Constitution n'est pas la matière spécialisée de seuls juristes. La Constitution, c'est la loi, c'est à tout le monde. Et ce ne sont pas seulement les juristes qui écrivent la Constitution. Arrêtez de regretter si j'aurais aimé faire ce débat avec des juristes, malheureusement. Et puis, il faut connaître la nature de combat. Nous ne sommes pas dans un terrain de football. Vous avez fini tous les termes du football. Arbitre, joueur, juge de touche, je ne sais pas qui est juge de touche. Carton rouge, penalty, je ne sais pas qui est le tireur. C'est à cause de ça que vous faites des analyses inappropriées contre nature. Parce que vous puisez toujours... Même si cela ne pouvait pas vous servir d'exemple. Répondez à M. Eric. Oui, je commence d'abord par Honorable Mundo Zangui. Il dit encore, vous voyez, ils ne savent même pas la nature des combats. Non, les chefs ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc ils ont toujours un regard focalisé sur Kabila qui n'est plus candidat.
Il n'est plus candidat de par la volonté de la loi, de la Constitution. Faites des calculs maintenant sur Ramazani Shadari. Kabila n'est plus partie prenante dans la candidature à la magistrature suprême. Vous commettez toujours des erreurs. Mais, et voilà, on dit consensus, et c'est une méthode que l'opposition puise, comme pour tenir la République à la gorge. Parce que pour eux, même si Moudouzang dit « je ne suis pas d'accord », ça c'est le consensus qu'on n'a pas encore trouvé. Mais quand il parle d'empreinte, est-ce que c'est la seule modalité pour identifier un citoyen? Et il y a aussi le visage. Comment peut-il dire que tout celui qui manque d'empreinte est fictif? Donc on doit tuer tous les Congolais qui n'ont pas d'empreinte. Et la loi a prévu cela. Donc, Monsieur Albert, alors, et regardez. Avant de continuer, oui. Il se peut qu'il y ait des personnes sans empreinte. Ça existe. Mais la loi, oui. La loi a prévu tout cela. D'accord. Ok. Alors, il dit, du point de vue du droit, toujours l'erreur de conception. Prenez ça en considération, maître. Du point de vue du droit, accord de Saint-Sylvestre, ça se trouve dans quel chapitre de la Constitution? Quel article? Quel alinéa? Il n'y a pas la vérité seulement que du point de vue du droit, monsieur. Et la machine à voter n'est pas du point de vue du droit. C'est venu effectivement du point de vue des accords entre politiques. Des accords, d'accord. Entre politiques. Attendez. Alors, monsieur... La machine, c'est le fruit de l'accord, exactement comme l'accord lui-même. Comme l'accord lui-même, alors que certaines parties de l'accord, certaines parties de l'accord... Non. Oui. Vous voyez. Attendez, vous allez parler après. Vous allez parler après. Je me trouve dans une confusion, une affirmation. Je ne sais pas si moi, les gens de sciences de droit peuvent dire non, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont plus exécutoires, sont non avenues. Un citoyen, un juriste, il dit non avenu. Il décrète comme ça les décisions de la Cour constitutionnelle, il dit non avenu. Il s'est dit juriste. Là, je suis perdu. Je suis perdu. Ok, d'accord. Je suis perdu. Vous avez fini, hein? J'ai fini en peu de temps. Je leur laisse même mon temps pour qu'ils puissent répliquer, pour qu'ils puissent m'apprendre comment seul celui qui a appris la science du droit doit exister. Nous devons tuer les enseignants, nous devons tuer les agronomes. Quand vous vous êtes mis d'accord, classe politique, pour mettre en place l'accord de la Saint-Sylvestre, est-ce que la Constitution l'avait prévu? D'abord, je voudrais le dire qu'on ne doit pas chaque fois oublier les choses très vite. Oui. Dans cet accord, il a été dit que cet accord va respecter la légalité. Tout ce qui a été convenu dans cet accord, qui touchait à la légalité, on a demandé qu'il y ait une loi qui vienne de corriger. C'est comme ça qu'il y a une loi sur la saisie de Sensa. C'est comme ça qu'on a dit que voilà, tout ce qui a été convenu ici sera prévu dans la loi électorale. Je voudrais vous rappeler quand même que moi j'ai fait une proposition de loi électorale. Shadari a fait les projets de loi électorale. Nous avons fait tous les débats sur la loi électorale. Dans la proposition de Shadari, il a supprimé cet article 237 terre où il demandait effectivement qu'on procède par le vote électronique. L'Assemblée nationale, dans son vote, a remis l'article 237 terre. Et je vous rappelle qu'ils étaient seuls. Ils étaient seuls, la majorité, ils ont voté cette loi seuls. Ils ont remis l'article 237 terre, alinéa premier, qui interdit l'usage du vote électronique pour les élections à court. Donc, alors, si on n'avait pas... Eux-mêmes, ils ont remis ça. Eux-mêmes, ils ont remis ça. Quand vous avez fui de l'hémicycle. Je peux vous le dire. Puisque Nanga est venu dire que la machine qu'il amène n'était qu'une simple imprimante. Aujourd'hui, il vient avec d'autres fonctions de cette machine, notamment la fonction de traitement des données et la fonction de transfert des données. C'est là que ça pose problème. Ça cesse d'être maintenant une imprimante. C'est là que ça pose problème. Ça devient le vote électronique à part entière. Vous auriez quand même, s'il vous plaît, vous auriez... S'il vous plaît. Pour contredire la machine. S'il vous plaît, ne l'arrêtez pas, je vous en prie. Laissez-moi parler, puisqu'on parle de technique. Allez-y. On parle de technique, heureusement que notre ami nous a demandé de parler technique. Oui. En fait, une imprimante n'a rien de fait. Vous, au moins, vous en parlez, mais maître, lui, non. Maître, il reste illégal. Laissez-moi parler, puisque à force de ne pas parler, les gens croient que nous esquivons cette question. Allez-y. Nous avons expertisé cette machine. Cette machine-là n'a rien d'une imprimante. Vous n'êtes pas technicien. C'est un ordinateur. Qui vous a dit que c'est un ordinateur? Mais est-ce que j'ai besoin qu'on me le dise? Toi, tu n'as pas été à l'école pour qu'on te dise que même moi, je suis licencié. J'enseigne à l'université. J'essaie donc de vous dire, vous voulez me demander que moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est un ordinateur alors que je le dis tous les jours. Cette histoire-là, c'est un ordinateur. C'est un vote électronique parce que ça va traiter les données, je vous l'ai démontré ici, ça va traiter les données et ça va transférer les données vers le serveur central qui est en train d'être installé ici à côté de nous. Et ça, Nanga le sait.
Et c'est Nanga qui le fait. C'est pour cela qu'on s'est dit, mais monsieur, ça pose un problème. Vous ne pouvez pas nous amener un instrument que la loi interdit. Mais le comptage manuel, ça vous dit quoi? Le comptage manuel? Non, maintenant je vais vous le dire. Oui. Maintenant, je vais vous le dire. Oui. Pour la CENI, est-ce que vous avez déjà lu la directive sur la machine que la CENI a publiée? Pour la CENI, on va confronter les comptages de bulletins qui seront mis dans les papiers avec les comptages de la machine qui est mis dans puisqu'il y a les ports USB. Oui. Il y a les ports USB. Il y a un port USB sur cette machine-là qui va prendre les données et qui va les ramener directement au serveur central on a amené des Indiens ici, c'est eux qui vont traiter. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'on peut trafiquer les résultats à court de route. On ne va pas tenir compte seulement des bulletins manuels comptés, c'est contre la loi. On vous le dit, vous voulez qu'on vous le dise dans quelle langue? Vous voulez qu'on vous dise alors, comment vous on voulez peut le dire dans quelle langue? Sinon, vous empruntez la façon dont Vienne l'a dit sur un plateau d'émission. S'il vous plaît. Alors, réagissez. Je vous ai dit. Maître a raison. Vous leur demandez de faire la contre-expertise. Ils vont faire ça comment? Parce que ce n'est pas légal. Merci beaucoup. Et c'est un légaliste, ce Merci monsieur. beaucoup. Je voudrais d'abord porter un petit correctif à la réaction de mon jeune frère. Oui. Juriste de formation. Il a affaire à M. Gustave Kalinga, journaliste de formation et de profession. Mais lui, c'est un juriste. En tant que journaliste, je suis historien du temps présent. Je suis le transporteur de vérité d'autrui. Cela veut dire que quand je pose un problème, ça veut dire que je suis devant une information, je ne suis pas là comme un agent de l'ANER. Moi, quand je prends l'information, je la mets à la disposition de l'opinion. Un agent de l'ANER, quand il a l'information, il la cache. Non, mais non, répondez. Maintenant, je veux répondre à mon frère. Tu as parlé, je t'ai écouté, j'ai déjà t'informé que l'affaire Jean-Pierre Bemba, c'est une affaire qui appartient au passé. Au niveau des stratégies politiques, son coach... Jean-Pierre Bemba, votre ancien chef. Son coach l'avait mal coaché. Qui est son coach? Son parti. Ok. Son bureau politique. C'est ainsi qu'il est tombé. Ce n'est pas le fait d'avoir dit qu'il est tombé, stratégiquement, que ce soit une injure. Non, monsieur. Personne ne l'a dit. Il est tombé à dessein. Il est tombé parce qu'il n'a pas mis en place des stratégies pouvant relever le MLC, son parti. Ça, ce n'est que partie remise. Mais je reviens à la déclaration de Maître Nzangi. Oui. Je n'arrive pas à comprendre, mon cher ami. Vous dites que la machine porte les trous USB. Oui. Mais la contre-expertise, les techniciens de Nanga, les Pakistanais que tu cites là, disent à Nanga que c'est une imprimante. Mais vos techniciens sont où? Moi, je crois qu'au lieu de rester dans les ragots de Kinshasa, Balobaki, Bazolo Baboyen, amenez vos techniciens. Mais on dit que lui, attendez, on dit que lui-même Nanga finalement reconnu que c'est un ordinateur. Répondez. En tant que journaliste, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu cette déclaration. Il a dit que c'est une imprimante. Pas un ordinateur. Pas un ordinateur, une imprimante. Si c'est une imprimante, je voudrais, non, mon s'il vous plaît, je voudrais ici qu'il y ait un soubassement technique. Donnez-nous des techniciens de votre obédience qui puissent. Je n'ai pas encore terminé. Les Allemands ont expertisé. Mon cher ami, s'il vous plaît, c'est lui qui parle. Mon cher ami, s'il vous plaît, ce ne sont pas les Allemands qui viendront voter. Cette machine ne sera mais pas... quand vous avez dit que les Pakistanais ont dit à Nanga. Non. J'ai dit ceci. Vous dites quoi? J'ai dit ceci. Vous, là, l'opposition, parce que à la CENI, nous avons des techniciens qui sont payés par la CENI. Oui. Amenez vos techniciens, confrontez-les aux techniciens de Nanga, qui sont tous des Congolais, qu'ils mettent à la disposition de l'opinion la vraie information. Ne restons pas dans des ragots, dans des racontards, ça nous rabaisse. Je continue. Oui. Tout à l'heure, on a dit ce n'est pas prévu par la loi de la machine. Si j'ai lu l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a quelque part, il est écrit, on demande à la CENI de trouver le moyen le moins cher pour pouvoir aller aux élections. Et écoutez même. Écoutez. Si je regarde bien les bulletins de vote, je prends une simulation
d'une circonscription. Je prends Mongafula, 250 000 électeurs, 100 candidats pour 2 sièges. Cela veut dire que les 100 candidats, on peut les aligner sur une page à raison de 20 candidats. Donc nous aurons un cahier de 5 feuilles. Par feuille, ça fait combien? Ça fait $10 chez l'imprimeur. Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. C'est pas possible. Laissez-le parler. Non, laissez-le parler, s'il vous plaît. Mais laissez-les évoluer. Chez l'imprimeur, je prends $10 par page. C'est pas un journaliste qui parle. Et nous avons 5 pages. Les 5 pages font $50. Et je prends le prix, le minimum. Donc, si nous avons $50, nous devons imprimer 250 000 exemplaires, 250 000 cahiers. Donc, les 250 000 cahiers multipliés par 50, nous avons 12 500 000 $ pour la circonscription de Mongafula. C'est excessif. C'est pas possible. Attendez. Mais vous parlez avec... Vous comptez quoi? Je raconte pas. S'il vous plaît. Non, je suis en train d'expliquer. Il y a un budget de la J'explique, mon cher. Il fait une simulation. Je vous fais une simulation mathématique. Je suis journaliste. En fait, pas avec des faux chiffres. S'il vous plaît. En fait, quand tu réalité, même introduire ces papiers, c'est énorme. Laissez-moi d'abord parler. C'est pas énorme. Voilà. Donc, pour la circonscription de Mongafula, nous avons 12 500 000 $. Mais c'est faux ça. Ce n'est pas faux parce que très faux. Mon cher ami, je passe tout mon temps dans les imprimeries. Je suis journaliste de la presse écrite. Je sais ce que ça signifie avoir une page. Comment on la place dans une machine locative. Je te dis, je donne le prix le moindre. C'est un journaliste. Laissez-moi terminer mon cher. Laissez-le parler. Je suis éditeur du journal La Flamme du Congo, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Donc je passe toute ma nuit dans les imprimeries. Je sais ce que ça fait, ça donne. Donc 12 500 000 $ pour la circonscription de Mongafula. Cela veut dire, par rapport à la machine à voter, Mongafula a 450 bureaux. Et si nous mettons une machine par bureau, nous aurons 450 machines. Si nous prenons une machine à 2 000 $, mettons le prix maximum, nous aurons 900 000 $. Donc, regardez, 12 500 000 par rapport à 900 000 $. Mon cher ami, nous devons aimer ce pays. D'accord. Merci beaucoup. Réagissez. Avant de changer de sujet rapidement. J'ai comme l'impression qu'il y a des mauvaises personnes devant moi. Non, réagissez. Donc, Monsieur Dieka doit assurer l'encadrement et la police de sa raison. Il faut éviter certaines affirmations et surtout sortir de votre agitation. Comme quoi? Quand vous me posez une question directe, est-ce que l'accord de la Saint-Sylvestre a été prévu par la Constitution? Est-ce que ça ressort du droit? Non, écoutez, c'est très dangereux de chercher à rentrer dans un domaine qui est très sensible et qui ne vous concerne pas. Le droit n'est pas la Constitution. Oui. Ok? Le droit n'est pas la Constitution. Le droit n'est pas la loi. Le droit, c'est toute une science. C'est dans le droit que l'on retrouve des normes. Donnez les faits. Notamment la Constitution, notamment laissez-le parler aussi. Mais aussi les accords politiques. Oui. Les accords politiques ont droit, on les appelle des conventions de la Constitution. Ils peuvent intervenir dans le cadre de la régulation extra-constitutionnelle. Vous êtes mis d'accord pour la machine à voter, il a dit. Non, la machine à voter n'est pas prévue. La machine à voter n'est ni prévue par la loi, ni par l'accord de la Saint-Sylvestre. Ni par la classe politique. Ni par la classe politique. Et la plénière il n'y a pas de de la consensus. La plénière de la CNI. Non, la plénière de la CNI, c'est une institution, c'est un organe d'une institution d'appui à la démocratie. Une autorité administrative indépendante qui est régie par une loi et qui doit appliquer des lois de la République, mais aussi d'autres normes telles que l'accord qui est une convention de la Constitution. La plénière de la CNI ne peut pas inventer des histoires qui soient contraires à la Constitution, à la loi et à l'accord qui maintient jusqu'aujourd'hui au pouvoir Monsieur le Président de la République depuis la fin de son mandat. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas débat. En ce qui concerne, quand vous avez la loi, c'est quoi? C'est très dangereux, je peux pas y revenir. En ce qui concerne l'ordinateur ou imprimante, mais ça c'est encore grave, gravissime. Vous savez, quand
en France, pour la première fois, on a utilisé l'expression machine à voter en 1969 dans les codes électoraux. C'était à l'époque où il n'y avait pas d'informatique. Mais depuis, avec l'évolution, on ne parlait plus de la machine à voter, on parle des ordinateurs des votes à bulletins dématérialisés. C'est ça les termes scientifiques de cet engin. Oui. Cet engin. C'est reconnu même là, ce sont des ordinateurs. Des ordinateurs. Ce sont des ordinateurs des votes à bulletins dématérialisés. Mais il faut convaincre le journaliste parce qu'il n'est pas convaincu. Ouais, il doit être convaincu. C'est simple. Parce que ce sont des choses simples à comprendre. C'est un ordinateur qui a un écran. Et vous allez voter sur l'écran tactile. Il y a l'image qui apparaît. Vous choisissez qu'elle en imprime ou qu'elle en imprime pas. Le plus important à retenir, c'est que ce qui sera imprimé ne sera pas le bulletin préimprimé. C'est l'image d'un bulletin numérique qui est imprimé. Ça n'est pas le bulletin. On a dit qu'un bulletin... C'est comme, je donne un exemple de la trahison des images. C'est comme on peut aussi imprimer l'image d'une pipe. Oui. Mais vous allez fumer ça. Vous allez fumer cette pipe quand on l'imprime. L'image sur l'écran de votre ordinateur, vous imprimez. Est-ce que vous allez fumer? Non. Ça n'est pas une pipe. C'est la représentation d'une pipe qui est imprimée. Oui. De même, c'est la représentation d'un bulletin immatériel qui se voit devant l'ordinateur et sur lequel vous choisissez qui est imprimé. L'image, ça n'est pas le bulletin. Ce qui est jeté dans la fameuse urne dont on parle et qui n'est pas encore là, n'est-ce pas? Ça n'est pas le bulletin, c'est l'image d'un bulletin qui est imprimé. Parce que les bulletins préimprimés se trouvent dans un carton bien déterminé, on les sort, on a des images, on coche sur un candidat dans l'isoloir. On va dans un isoloir. Mais le coût excessif, il a dit. Non, la machine à voter est plus chère. Écoutez, pour 100 000 machines, plutôt que dépenser 40 millions de dollars, on a dépensé 150 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a un délit d'initié dans cette affaire-là. C'est très dangereux pour la République. Il y a eu des manigas. Les contrats sont opaques. Même si la machine était prévue par la loi, il y a des mécanismes d'acquisition de marchés publics. Il y a la transparence. Il y a même le principe constitutionnel d'accès à l'information. C'est très dangereux. Ouais. Cet instrument exige au préalable, même dans des États développés, industrialisés, où l'on a utilisé ces machines, au préalable, on a respecté des règles. Il y a des règles de certification et d'agrément des machines. D'ailleurs, lors de passation de marché, parce que le domaine de marché chez nous relève du domaine réglementaire. Il fallait un décret du Premier ministre qui réglemente l'acquisition de ces machines avec des organismes bien connus, des organismes bien connus de certification et d'agrément qui traitent des questions de machines au cas par cas par rapport aux constructeurs. C'est-à-dire que c'est un débat qu'il ne faut pas instrumentaliser, c'est très dangereux, c'est illégal, on l'écarte, on respecte les calendriers électoraux. Les 15 dernières minutes seront consacrées à l'actualité en Angola et en RDC, avec les Congolais qui ont été expulsés en masse de l'Angola vers Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quand on lit sur les réseaux sociaux, il y en a des gens qui se sont permis de dire quand Mobutu était là, ces gens-là n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Ça ne vous dérange pas de voir la façon dont la RDC est devenue la risée du monde? Effectivement, la conséquence, c'est ça que Mobutu a fait. Les gens abordent cette question d'Angola sans connaître sa commencement. Et c'est ça dans la confusion des Congolais. Au lieu de se reconnaître qu'on ne peut plus faire certaines choses, comme on faisait du temps où Savimbi occupait une portion de terre et les Congolais étaient utilisés comme main-d'œuvre. Si nous ne faisons pas un effort de réquisitionner nos médias, la RTNC, Télé 50, pour apprendre à inculquer à notre population cela, inculquer quoi? Inculquer même la connaissance même de la nature du pays d'Angola. Je me suis amené avec ce livre, qui est la législation migratoire. La nature, l'Angola, quelle nature? Jusqu'aujourd'hui, oui. L'Angola demeure un pays fermé en termes migratoires. C'est un pays où on n'autorise pas l'entrée en Angola, ni par la route, ni par le mer, ni par propre. Seule voie, il faut par avion. Il y a quelques dispositions qui ont été trouvées entre les États et dont les Congolais, certains Congolais abusent. Nous devons avoir confiance et nous devons avoir conscience de cela. C'est quoi? C'est le régime qui gère
les résidents frontaliers de part et d'autre. Et qui va jusqu'à de 10 km à 15 km. Les Congolais abusent pour utiliser et laisser passer de 72 heures pour se retrouver même dans la capitale. Moi, j'étais en formation en Angola parce que j'ai été réquisitionné par le service pour me spécialiser en immigration et frontières. Et ce sont les instructeurs angolais qui nous ont donné cela parce qu'ils sont en train d'en souffrir. Il faut qu'on fasse prendre conscience à notre peuple. Mais ce sont des pays... Mais au-delà de ça, ce sont des pays frères, amis. Ce sont des pays frères et amis, mais vous n'avez pas... Mais on ne traite pas de cette question de cette façon-là. Vous n'avez pas droit, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, de réquisitionner les législations migratoires d'autres États à votre faveur. Si nous nous sommes proclamés pays d'accueil ou ceci hospitalité légendaire, comme Mobutu le disait, mais nous n'avons pas imposé cela comme législation d'autres pays. Donc, même les Ouest-Africains en ont abusé pour traverser notre frontière et atteindre l'Angola par route qui part ceci comme des résidents frontaliers. Si je vous comprends bien, dans cette série d'expulsions, les Congolais ont tort. Il ne faut pas dire, je ne sais pas s'il y a des Congolais parmi eux qui ont leur passeport, qui avaient leur visa et dont on a expulsé. Il faut distinguer la partie de l'orgueil que nous avons, non compatir avec les amis, j'ai dit. Et s'ils ont été malmenés, il y a une partie qui est en train de se discuter d'une façon diplomatique, l'Angola lui-même a régné qu'il ne faut pas que les Congolais soient victimes d'une certaine violence. Mais nous devons la partie éducative, la partie citoyenneté, la partie amour de notre patrie, inculquer à notre base. Qui va inculquer? On ne quitte pas. C'est la responsabilité du gouvernement. C'est de la responsabilité à la fois du gouvernement, à la fois des médias, à la fois de la direction générale des migrations. Parce qu'il y a l'aspect sécuritaire qui subventionner les médias aussi. Non, écoutez, dans un travail, les médias n'ont pas de sous. Vous me soutenez en disant il y a nécessité, parce que dans notre pays, qu'est-ce que nous avons comme fâcheuses habitudes? Il y a une actualité aujourd'hui, ça devient comme le Ujana. 2 jours passés, on oublie. Nous avons oublié que nous avons fait le même débat. Pour le cas d'expulsion d'Angola, vous avez vu certains de nos compatriotes nous revenir ici avec des matelas, avec des punaises. Est-ce que ce sera aller à l'extérieur? Très bien. Nous devons éduquer notre masse. Nous devons éduquer notre... Parce qu'il y en a maintenant, même 80% des Congolais qui retournent. Ils ne retournent plus avec l'argent comme c'était le cas du temps de Savimbi. Il y en a qui retournent avec des maladies pour mourir. Et ce sont les pauvres qui sont restés ici au Congo qui les enterrent. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien parce que... Économie par terre. Non, non, je ne dis pas leur économie est par terre. Mais la partie qui était exploitée par des Congolais comme main-d'œuvre pour alimenter une rébellion contre le gouvernement en Angola, cela est déjà du passé. D'accord. Et il y a des gens qui, par psychose seulement, et qu'on voit qu'en Angola, on ramasse la richesse. Maintenant, on nous amène des maladies. Alors, il faut éduquer nos compatriotes à ne pas toujours croire que le meilleur, c'est ailleurs. Vous jetez la responsabilité sur qui? Je vous dis, c'est une responsabilité citoyenne. Nous devons faire ce débat. Nous devons éduquer nos masses. Alors, vous serez contre l'idée. J'ai même des dispositions. Oui. Et ici que je peux vous faire lire, parce que c'est en portugais. Mais voilà la législation angolaise qui interdit l'entrée en Angola par toute autre voie que par voie de l'aéroport. Vous êtes au courant de toute cette législation, de la nature. Comment vous comprenez ces expulsions? Quelle est la compréhension que vous avez? C'est le sujet. C'est ce que je voudrais vous dire. Oui. Vous avez bien posé la question à M. Dioka. Nous sommes devenus la risée du monde. Non, oui, c'est clair. Oui. Le pays est par terre. Le pays est par terre, je te dis. Il n'y a pas que l'Angola. Mais si les autres aussi décident de le faire, ça va être la catastrophe. Nous sommes maintenant plus de 2 millions en Ouganda. 2 millions de Congolais. C'est qu'ici, pour avoir un laissez-passer ténalier de passeport à République démocratique du Congo, il faut sortir 45 $. Alors que l'Ougandais, pour avoir le document qu'il appelle le laissez-passer 45 $. C'est 45 $. C'est 5 $, monsieur. Moi, on le vend le laisser-passer ici à Kinshasa pour aller à Brazzaville. C'est 5 $. S'il vous plaît, le laissez-passer n'est pas 45 $. Là, c'est un spécialiste. C'est un expert de la DG. Oui, oui, il s'y connaît. J'étais en Angola envoyé par le gouvernement congolais pour me spécialiser en ça. Monsieur Dieka, s'il vous plaît, je vous en prie. Je dis ceci, nous avons notre passeport. Oui, s'il vous plaît. Notre passeport pour l'avoir aujourd'hui, ici à Kinshasa, c'est 185. Mais parlez pas de ça. Laissez-moi y aller. De la situation. Laissez-moi y aller. Allez-y.
parce que le passeport est cher et que les Congolais vont en Angola. Oui. Les laissez-passer tenaliers de passeport, ils coûtent $45. Qu'est-ce que ça vaut? Les laissez-passer individuels, c'est celui qui coûte $5. D'accord. Vous avez corrigé, monsieur. Vous comprenez? Oui. Alors, les Congolais ne s'en procurent pas. Puisque les documents équivalents laissez-passer tenaliers, de l'autre côté, ils ne coûtent que $1. Ici, ils coûtent $45. Donc, je voudrais vous dire que les Congolais qui fuient la misère, qui fuient le fait que le pays est mal gouverné, qui fuient la guerre puisqu'on ne sait pas mettre fin à la guerre. Donc s'ils sont là-bas nombreux, c'est la conséquence de la gestion. C'est la conséquence de la mauvaise gestion du pays. Et voilà la conséquence, c'est qu'ils sont expulsés comme des chiens. Oui. Il a fallu que les gens protestent pour que 4 jours après, la RDC puisse protester. Heureusement que notre ami Dieka vient de nous dire que les Congolais ont tort. Donc c'est leur faute. Non, il n'a pas dit ce ça. que j'ai dit. Mais c'est qu'il a dit. Il a dit, c'est des illégaux. Si vous allez dans ceux qui sont expulsés, identifiez-moi des Congolais qui sont détenteurs de passeports avec un visa. Il est communicateur de la MP, il dit aux Congolais, si vous avez tort, l'Angola a raison de vous chasser comme des chiens. Non. Il y a des règles humanitaires, non? Il y a le droit humanitaire. Et moi j'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est une mesure de rétorsion. C'est pas se passer comme ça. Il faut rappeler, c'est ça la faiblesse de notre diplomatie. Il faut faire quoi? Il faut rappeler aux Angolais qu'il y a une période de temps où eux aussi étaient à difficulté et que ces pays les a accueillis. Sans papier. Ils n'avaient pas de papier comme tous les autres qui sont là-bas. On les a accueillis ici. Mais c'est Mobutu. Et c'est ce que je veux dire. Nous sommes par terre, le pays est par terre, la gouvernance elle est médiocre, la famine, les gens préfèrent fuir le pays pour aller chercher la vie ailleurs. Malheureusement, mais non, vous les avez accueillis ici, sans papier. Et vous les avez laissés faire. Je voudrais donc dire aux Congolais que la façon de mettre fin à ça, c'est de mettre en place, à travers les élections qui arrivent, une équipe qui va redonner la dignité à ce pays. Puisque cette dignité-là, nous l'avons perdue. D'accord. Alors, ce qui se passe là-bas, en Angola, ces expulsions massives, il l'a dit, c'est la conséquence d'une très mauvaise gestion. Allez-y, répondez. D'abord, moi, je ne voudrais pas aller tout droit dans cette logique. Mais répondez à ma question. Ce qui est vrai est que ce qui se passe en Angola, c'est condamnable. C'est inhumain. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller et commencer à chasser les voisins sous prétexte que ce sont des sans-papiers. Vous pensez qu'ils peuvent se permettre de chasser les Français comme ça? Je te dis que c'est inacceptable, c'est condamnable. Oui. Mais moi, je regarde deux aspects. Il y a l'aspect tribal et aussi il y a l'aspect des agendas cachés. Oh. L'aspect tribal, oui. Je rentre dans l'histoire. C'est du déjà vu. Parce que je vois que l'opinion, les gens sont en train de se dire, mais écoutez, on a chassé les Congolais en Angola, hier on les a chassés à Brazzaville, mais on a vu en 92 le président de la grande plateforme d'ensemble au Katanga, la grande opposition, M. Tchungu Mwanza, il s'est réveillé en 92, il a chassé tous les Kassaïens. Les Kassaïens sont allés mourir en masse. De Lubumbashi jusqu'à Moneditu, Bujimaï, Kananga, Ilebo, on a vu des cimetières. Ça n'a pas permis aux Kassaïens de disparaître. Ils ont pris acte, ils ont dit, mieux vaut développer chez nous. Ils sont rentrés au Kasaï, ils ont pris l'option de ne plus s'éparpiller. Revenez au sujet. Mais non, ce n'est pas. C'est pour te dire que ce qui se passe en Angola, ça s'est passé chez nous. On a vu un grand chef d'un parti politique aujourd'hui opposant organiser un programme contre toute une tribu du pays. Et la GKMI, la SNCZ aujourd'hui ont disparu parce que la main-d'œuvre importante venait de cette tribu-là. Donc il ne faut pas en faire un problème particulier. Il ne faut pas en faire un problème. Les Congolais souffrent. Oui, bien sûr. C'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Mais dans quelles conditions? Que les Congolais prennent conscience. Qu'ils reviennent. Que les Congolais. Je n'ai pas vous êtes communicateur de la Je voudrais dire aujourd'hui que ce qui nous arrive aujourd'hui devra pousser chaque Congolais à prendre conscience. On est mieux. On est bien
mieux que ce soit. Mais améliorer les conditions, Je vais y arriver. créer des emplois. Le deuxième aspect, oui, ce sont les agendas cachés. Oui. L'Angola, depuis toujours, a une politique souterraine contre le régime de Kinshasa. Souvenez-vous, certains députés, on a vu l'Angola déplacer la borne frontalière jusqu'à Kaemba. Ça posait un problème diplomatique. Jusqu'à présent, on n'a jamais donné des éclaircissements sur cette question. En tant que journaliste, souvenez-vous de l'opération turquoise. On a vu les Rwandais, après la chute du régime d'Abiyarimana, quitter Kigali vers Goma l'Est. Mais est-ce que c'était des réfugiés qui rentraient? On nous dira plus tard que dans cette masse, on a infiltré les ex-phares des militaires Hutus. C'est pareil, ce qui s'est fait encore. Je suis en train de dire, est-ce que l'Angola, dans sa logique négativiste contre le régime de Kinshasa, en opérant cette dynamique de chasser les soi-disant irréguliers congolais, qu'est-ce qu'il y a dans cette masse-là? Je ne confirme pas, mais en tant que journaliste, je me dis, il y a Anguille sous roche. D'accord. Et là, je voudrais aujourd'hui lancer tout simplement un message à tous les Congolais, partout où vous êtes. Ce pays doit être reconstruit par tout le monde. Je vois en face de moi, on me parle de l'opposition. Attendez. Rentrez, mais envoyer des avions là-bas pour prendre les Congolais dignement, non? On me parle de... S'il vous plaît. On me parle des opposants. On voudrait que ce pays puisse être récupéré par des opposants qui vont remettre la dignité à ce pays. Mais je crois que cette dignité devra être récupérée par la conscience de chaque Congolais. Parce que, attendez, je vais terminer. Oui, parce que, on va finir. Parce que vous le vouliez ou non, nous n'avons pas des opposants. Nous avons des gens qui, une fois qu'on l'enlève du mangeoire, il crie à l'opposition. Il va dans l'opposition pour, comment se dire, il va à la blanchisserie. D'accord. Nous avons vu, je vais chuter là-bas en disant, nous avons vu quelqu'un dans ce pays dire un jour, ça c'est le premier né du FCC, celui qui a adhéré au FCC, le tout premier. Vous avez fini votre temps. Celui qui a adhéré au FCC, le tout premier, celui qui avait dit un jour, voici pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il est dans l'opposition. Mais il n'a jamais contredit pourquoi il avait choisi Joseph Kabila. C'est pas ça la question. Alors, maître, quelle est votre lecture par rapport à la situation? Oui, mais M. Dika nous a suffisamment aidé en suggérant des réponses sans en formuler clairement. Donc le problème, c'est l'autorité de l'État. L'effritement de l'autorité de l'État, la déliquescence de l'État, ce qui fait que l'État n'est plus à mesure de fournir à ses populations des services publics adéquats. Et cette vague d'émigration, c'est ça la cause. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans cette situation où l'État n'existait plus au Congo. Et n'existait plus au Congo. La logique, non, il a dit, en disant ce qu'il a dit clairement que l'autorité de l'État est en faillite au Congo. Et c'est ça la réalité. Nous devons reconstruire l'État. La logique même du sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est cela. La sécurité, l'autorité de l'État, la qualité des services publics, au fin d'un développement durable, capable de donner aux Congolais, de redonner aux Congolais sa fierté nationale et internationale. C'est ce que je peux dire sur cette question. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu dans cette émission, sur ce plateau. Nous avons passé 1 heure de débat sur la thématique, sur l'actualité politique en RDC. Et évidemment, la deuxième thématique, c'était sur les expulsions massives des Congolais de Kinshasa qui vivent en Angola. Merci à Albert Dieka, merci à M. Kalenga, merci à M. Eric, merci à M. Zangui, merci à vous également d'avoir suivi ce débat. Portez-vous bien, à très bientôt. On se retrouve vendredi prochain.